Good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you very much for joining us this afternoon for our panel on technology transfers and economies of scale, unlocking potential in Africa's pharma industry. I'm your moderator, Kanika Seigel. I'm the business editor at the Africa Report. Just a couple of housekeeping notes before we begin in earnest. Please do keep your phones on silent, and we'll keep any questions that we may have for the end of the discussion. We also have a discount code for the Africa Report, which is the English language publication that belongs to Jeune Afrique. And the code will be valid until the end of the month. So please use AFC 2022 when you go online for your subscriptions, and that will give you 50% off the package. So hopefully we'll have lots of subscribers after today. So in most of sub-Saharan Africa, as much as 70 to 90% of drugs and 99% of vaccines are imported. As the COVID pandemic took hold, nationalistic policies from abroad prevented the continent access to necessary drugs to help tackle the health crisis. And this has brought into sharp focus the need for pharmaceutical self-reliance and self-sufficiency across the continent. At the same time, Africa has its very own specific needs relating to malaria, tuberculosis, Ebola, and HIV-related illnesses. And the situation has ignited the debate around how we can manufacture medications, produce pharmaceutical ingredients, and strengthen health systems for potential future shocks. So Egypt, Morocco, South Africa, and Tunisia, they've made progress in local pharmaceutical production. Morocco has 40 pharmaceutical manufacturing companies that supply 70% of products for local consumption, and also exports to neighbouring countries. And countries such as Ghana, Kenya, Nigeria, and Tanzania are currently developing capacity. But before we get into the debate, and before I introduce you to our panelists, I would like to welcome to the stage Mathieu Lamiot, who is the Managing Director and Senior Partner, Paris and Nairobi, at the Boston Consulting Group, to deliver our expert presentation. Thank you, Mathieu. Thank you, Kanika. So the pharmaceutical market in Africa is supposed to be around 30 billion. But how big is 30 billion? For most people, when you say, well, 30 billion, that's a big amount. Well, actually, if you compare to the global market, of 1.2 trillion, it's actually fairly small. What does that mean? That means that, if Africa represents 17% of the global population, 24% of the disease burden, about 40% of the communicable disease burden, it only has 3% of the global healthcare workforce, only 1% of the global spend in healthcare, and if the 30 billion to 1.2 trillion, it's basically 2.5% of the global market. So it is actually tiny. What does that mean? It means that in Latin America, for example, the healthcare spending per patient, is about 6 times, what is being spent in Africa. Southeast Asia is 8 times what is being spent in Africa. Europe is spending 25 times per capita what is being spent in Africa. Not even talking about the US. And of course, the infrastructures are lagging behind. That's what you see on the right-hand side of the slide. Far from the WHO recommendations. And of course, as Kanika said, the COVID-19, has exacerbated the situation. He has shown the extreme reliance on external supply chain. It has shown a very fragmented health system, limited digital capacity, huge funding gaps, inefficiency in coordination within and between countries, and regulatory and trade barriers. So if we think about the future of healthcare, we definitely need a new approach. Innovation, of course, adaptability, and what I mean by that is, people often think about Africa as a country. As you all know, Africa is 54 countries and many more realities. How do you make sure you have solutions that adapt to the reality of each of those countries?
you need scale. There are many innovations that stay at the pilot level, that are great for PR, but do not really have the impact it should have. And then sustainability, and what I mean by sustainability, it's of course financial sustainability and building system, that will last for long. Over the last few years, there has been a number of buzzwords such as innovative financing, universal health coverage, digitalization, and of course, they can be part of the answer. But through the COVID crisis, what we've heard a lot is local manufacturing. Can that be the answer? I know there's another session on digital, where we're going to talk about that. But when we're talking about local manufacturing, so bear with me, it's a bit of a complex slide. Talking about scale effect. I'm sure you remember your economic courses from university. What is important in scale effect is the production cost, which is what you have on the y-axis, and the capacity of your site, which is what you have on the x-axis. And when you look at that, is the more you produce, the lower the cost is. The small dots that you have on the screen, I can barely see them, but I know the slide, so I can tell you that the green dot is Ireland. The triangle is Eastern Europe. The red diamond is Africa, and the one below is India. And basically what it says, if you look at the first series of points, is if you were to produce the same volume, the production cost in Ireland, would be much higher than Eastern Europe. Eastern Europe would be higher than Africa, and Africa would still be higher than India. So when you look at that, you may say, well, that's a fantastic news. It means that we can produce locally because we're competitive. Well, is if we had sites that were the same size, and if we had markets that were the same size. The problem we have today is most African players are actually national, sometimes regional players. There are very few continental players. And basically they play with small capacity. When global players, whether in India, in Europe, or in Eastern Europe, they're operating at much larger volumes. So basically their production cost, even if their labor costs, may be higher than Africa, their production costs, remain much lower than Africa. And it's not just cost, it's also quality, where, usually with bigger volumes, you do get better quality. So why don't you have the scales? Why don't we have the scale in Africa? Well, there are many reasons for that. As I said, we're not talking about one country, we're talking about 54 countries. Competing with each other. So imagine 54 countries, competing for 2 or 3% of the global market. It gives us, very small volumes. There are many other reasons, lack of skilled workforce, regulatory barriers. There has been more and more harmonization over the last few years. The Treaty for the African Medicine Agency has been ratified recently at the Conference of Parties 2 weeks ago. But it's not yet a reality. So a number of things, clearly need to be changed if we want to make local manufacturing a reality, and basically trying to balance the political and social will that makes a lot of sense versus the economic and industrial reality that is the one that we see on this slide. So a lot of ideas, and I've heard a lot of great intent over the last couple of days here in Abidjan. But there's one thing that is very clear is local manufacturing and drugs, just like many other things, is one part of a broader system that is the healthcare system. And if we want the health system to improve, we definitely work on the different pieces, including the supply chain, the infrastructure, having an effective ecosystem around regulatory, shaping the market, having good educations for patients and healthcare professionals, but also for technicians. And most importantly, we absolutely need a public-private partnership and cooperation. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, Mathieu, for that insightful presentation. I'm sure our panelists will want to speak about some of the points that you brought up. And so on that note, I think it's time to welcome to the stage our panelists. Firstly, we have Souleymane
Dihar Suba, the Minister of Commerce, Industry and SME Promotion for the Ivory Coast. We have Raisi Muchilwa, Country President and Head of Sub-Saharan Africa at Novartis. Françoise Lombard, the Managing Director at Proparco. And Ramzi Sandi, CEO at Laboratoire Saïf. Thank you, everyone, for joining me on this very atmospheric stage that we have. So, firstly, I think it would only be appropriate to pose our first question to the Minister, given that they are hosting us in their wonderful country. And so, as Mathieu explained, local production may not be necessarily what the answer for the development of Africa's pharmaceutical industry might be. I think he alluded that it was a lot more nuanced than that, but maybe it's not about local capacity. But in your opinion, do you think that African countries have the potential or the capacity to become their own high-quality manufacturing centres for pharmaceuticals? And maybe you can talk about the experience in Côte d'Ivoire. Bien, merci pour cette opportunité. Je voudrais encore une fois remercier les organisateurs de ce panel et également vous dire que lorsqu'on regarde la carte, on peut se dire que les indicateurs ne sont pas bons, je veux dire au niveau de l'Afrique, parce qu'on note qu'au niveau de l'industrie pharmaceutique, par rapport aux besoins globaux des populations, même au niveau mondial, l'Afrique, c'est que moins de 3%. Et vous voyez que ce chiffre de 3% apparaît aussi bien au niveau de la contribution de l'Afrique, au niveau de la valeur ajoutée manufacturière. Et lorsqu'on regarde aussi le poids du commerce africain au niveau du commerce mondial, c'est même 3%. Ça veut dire que le continent africain, est absent sur des problématiques qui sont d'importance vitale en fait pour le continent. D'où l'initiative, je dirais, de l'Union africaine, c'est-à-dire de bâtir l'Afrique que nous voulons, cette Afrique qui est industrialisée et qui se prend en charge, tout ça en lien avec les ODD. Pour dire que quand on regarde le continent africain, on constate qu'il y a des pays qui font tout de même la différence. Quand je prends des pays maghrébins, le cas du Maroc, également l'Afrique du Sud, on constate qu'il y a eu quand même une évolution au niveau de l'industrie pharmaceutique. Lorsque je regardais la présentation tout à l'heure, c'est vrai que si on veut se mettre dans une approche court-termiste, on dira que non, il n'y a pas de compétitivité, ce n'est pas le lieu d'investir dans l'industrie pharmaceutique en Afrique. Mais il y a des problématiques qu'on ne peut pas sous-traiter à long terme, telles que le problème de la consommation, c'est-à-dire la nourriture, et également la problématique de la santé. Parce que vous voyez, lorsque je regarde un peu les études, c'est McKinsey, 25% des pathologies sont africaines. Et l'Afrique représente 17% de la population mondiale. Donc il est important, au-delà de ces constats, d'avoir des politiques et des stratégies pour pouvoir renforcer l'industrialisation. C'est pourquoi, sur la Côte d'Ivoire, nous avons renforcé le cadre législatif. Même en 2019, je vois Mme Kaboré qui est dans la salle. Il y a eu une grosse initiative pour porter une déclaration d'Abidjan pour pouvoir promouvoir l'industrie pharmaceutique au niveau local et au niveau régional. Et nous avons également, au niveau de notre politique industrielle, 7 clusters prioritaires, dont l'industrie pharmaceutique.
Et vu les différentes initiatives qui ont été prises par le gouvernement, de 2014 à aujourd'hui, en 2014, nous avions 8 industries pharmaceutiques. Mais aujourd'hui, grâce aux actions que le gouvernement a pu mener vis-à-vis du secteur privé, nous sommes en train d'avoir 14 industries pharmaceutiques. C'est encore peu. Mais quand vous regardez l'évolution, c'est quand même une évolution de 75%. Et il y a Trident Pharma qui a lancé ses activités il y a quelques semaines pour pouvoir produire ici différents médicaments. Mais ça, on le fait pourquoi? Parce que nous avons une politique sociale avant-gardiste à travers la mise en œuvre en fait, de la couverture maladie universelle, où l'État, en subventionnant certains prix, amène les populations les plus vulnérables à avoir accès aux médicaments, même si c'est des médicaments génériques, etc. Mais le principal issue, les principales difficultés, c'est de dire il est bon que la problématique sur les brevets soit évoquée pour qu'à un moment donné, je veux dire, toutes ces possibilités soient disponibles à l'effet que les investisseurs qui veulent s'installer dans nos continents y soient. Parce que quand on compare, toujours en termes de chiffres, on a 375 unités de fabrication pharmaceutique en Afrique, pendant que dans un pays comme l'Inde, on a plus de 5000, et en Chine, on a plus de 10 000. Il y a vraiment des vrais sujets. Donc, on s'est dit qu'on est dans une dynamique, pour ce qui concerne le gouvernement ivoirien, on a cette stratégie-là d'inciter différents opérateurs économiques à venir investir dans l'industrie pharmaceutique, parce que cela également nous permet de lutter contre la contrefaçon. Parce que la contrefaçon représente plus de 10% du chiffre d'affaires pharmaceutique qui est généré en Côte d'Ivoire. Merci. Thank you very much, Minister. I think that was a really interesting overview of a lot of the topics that we'll cover as well. I mean, we touched on kind of self-sufficiency, we've touched on patenting, we've touched on regional trade. And I think maybe to pick up on the first point would be about, talking about the Africa we want. I think that was what you were talking about. And I think, Ramsey, this will be a good place to bring you in because, I think that part of that Africa we want, manufacturing is kind of embedded into that in terms of self-sufficiency as well. And I know that you've been, very vocal around the capacity that Africa already has in terms of, the manufacturing hubs we have in the north and in the south in the continent. But I mean, I guess if we have these high-quality manufacturing hubs, I mean, does that set a precedent for elsewhere across the continent? And also, I mean, why then are we still suffering from shortages? Are we still on a journey to that? And I just wonder, what the kind of the obstacles to that might be as well. So a lot of questions there, I realise. Oui, merci. Je vais essayer de passer rapidement, de commenter rapidement ce qui a été présenté, parce que pour de la fabrication, et un peu la grande question, est-ce qu'on a investi en Afrique dans la présentation qui a été faite? Je pense que déjà, en Afrique du Nord, comme vous l'avez bien dit, et en Afrique du Sud, je pense que le taux de couverture, il est plus que 70%. Je parle de la Tunisie, par exemple, aujourd'hui, il est de 75%. 75%, c'est-à-dire sur 4 médicaments prescrits, 3 sont fabriqués localement. Et donc ça, c'est important. 3 fabriqués localement et de qualité. Nous avons une histoire de l'industrie pharmaceutique depuis plus de 30 ans. Nous sommes, en tant qu'industrie privée, leader sur le domaine de la pharma et un acteur majeur de la santé, même devant les multinationales. Et nous fabriquons les injectables et les médicaments sous licence avec les grands partenaires multinationaux du monde. Donc, la qualité dans les médicaments, ce n'est pas une question qui se pose. Peut-être on s'inquiétera dans les structures sanitaires, les structures réglementaires, et peut-être ça sera la deuxième phase, mais à ce niveau-là, je pense que aussi bien pour l'Afrique du Nord que pour l'Afrique du Sud,
et quelques pays qui sont intégrés dans le domaine de l'industrie pharmaceutique, je pense qu'on a dépassé ce stade. Et aujourd'hui, peut-être on réfléchit beaucoup plus sur les produits biosimilaires et sur les produits innovants et les vaccins, peut-être dans un autre business model que celui-là. Donc maintenant, je reviens rapidement sur la question. En plus du contexte Covid, on parle du prix et de l'added value par boîte et la rentabilité. Je pense qu'en Tunisie, on a en Afrique l'un des prix les moins élevés. Et on oublie, peut-être même pour parcours, à un certain moment, ils ont fait une étude sur le coût de transport des médicaments. Et je pense que sous sa confirmation, on a une majoration de 30 à 40%. Donc, il y a des choses à faire dans le coût de transport, surtout pour des produits comme l'intraveineux et tout, qui sont importés. Donc, il y a une opportunité, c'est une opportunité d'investir en Afrique. Et le Covid l'a confirmé parce qu'on n'a pas du tout parlé de la disponibilité des médicaments pendant cette période, qui s'est aggravée. Et les pays qui sont bien sortis sont les pays qui sont dotés d'un minimum de fabrication locale. Donc tout ceci nous donne déjà... on a une histoire en Afrique d'industrie pharmaceutique qui peut contribuer aussi au développement de l'industrie pharmaceutique en Afrique d'une façon générale, dans un cadre de partenariat sud-sud. Et ceci aussi va nous amener à l'harmonisation et pour faciliter les enregistrements des produits dans les pays de l'Afrique et la reconnaissance mutuelle de certains médicaments, et peut-être l'Agence africaine des médicaments va contribuer positivement à ça. So, Ramsey, I think is a great point to pick up on, actually, is this idea that there are hubs already, right? So I wonder, though, I mean, maybe we can ask some of the other panelists, because I think you mentioned a few different things there. So, you know, the expertise is there, the capacity is there in certain places. You mentioned, I think, in North Africa, they're able to provide 70% of their own needs. So I guess what my question would be then, is this something that we do need to replicate in other places and other regional hubs or other countries? Or is it more to do with the kind of point you made on kind of trade? So, you know, the capacity building to be able to export and trade within Africa as well. I don't know if, Racy, would you have a view on that? Or Françoise as well? I don't know. To put you on the spot. No, it's okay, yeah. Thank you so much, Honorable Minister and all my fellow panelists. I would agree with what he's mentioned, the fact that from a capacity perspective, we need to build that. That is to start with that. But having said that, it's a matter of also looking at the entire health ecosystem and seeing then how do we ensure the entire ecosystem is where it needs to be from a capability perspective for them to be able to cater for what they need to do. And I'll give an example. If you look at the healthcare providers in some of the countries that I manage, you'll see that the ratio of doctors to patients is 1 to 25,000 patients. WHO recommendation is 1 to 1,000 patients. Those are the fundamentals that we need to make sure that we are meeting. If you look at the nurses, the same thing, where you find that nurses, we don't have enough nurses, we don't have enough pharmacists to prescribe this medicine to start with in terms of the counter. And we see a lot of over-the-counter practices, which in some cases we are seeing antimicrobial resistance coming up because then there's a lot of capabilities which are not built to manage at that point in time. I'll give an example of what we noticed in one of the countries, Kenya to be precise. Roughly 5 years back, we had 20 sonographers for catering for 45 to 50 million people from a diagnosis and screening perspective for echo machines, echocardiographs. And people had to travel over 400 kilometers to come to the cities for them to access this. This is something that probably we might not look at, but it's a need. Where would we have bulky machines or have people traveling long distances to come and be
screened or diagnosed. So one of the things then we did was partnering, and I think also Matthias mentioned about it, and also the Honorable Minister has mentioned about it. Partnerships, collaborations with academia, with different people who are like-minded to make sure then we are meeting that need. So we partnered with one of the top universities in Kenya to say, can we train more sonographers and targeting more of the local, the communities at the ground. Because if you look at it from an urbanization perspective, as much as we are getting more urbanized, over 60% of the population lives in the rural areas. Who is catering for them? They have to come all the way to the cities. So yes, collaboration, partnerships is very critical for us to upskill, and just building on what he says, that is what companies like Novartis are willing to offer. The fact that we have some of the first-class manufacturing sites, is it something that we can check and see, can we help, can we partner to improve the capabilities and capacity of the manufacturing sites in some of the places in Africa? So it's very much capacity linked to actual production and manufacturing, distribution, but also expertise and skills. We need everything. Yeah. Françoise, maybe it would be great to bring you in here, because I wonder then, in terms of that kind of capacity building, how do institutions like Proparco support that, knowledge sharing and expertise and skills in I guess, a range of ways in terms of the manufacturing and in the skills? Is that something that, institutions like yours are supporting? Oui, merci aux différentes interventions, merci pour votre question. Juste peut-être en introduction, je voudrais simplement rappeler une chose. On est sur le secteur privé a complètement sa place à jouer dans le développement du secteur de la santé en Afrique, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais il faut rester quand même un petit peu humble, et le secteur privé ne pourra pas tout faire tout seul. Et on est vraiment sur un secteur qui se joue à la frontière du public et du privé. C'est un secteur régulé, et c'est évidemment tant mieux. C'est un secteur qui nécessite un certain nombre de prérequis pour se développer. Un certain nombre ont été cités, en particulier par Monsieur le ministre. Les compétences humaines, ça requiert de la formation, évidemment, la régulation, je l'ai mentionné, et bien sûr la question des minima sociaux, des filets de sécurité minimum qui sont fondamentaux si on veut vraiment que ce secteur se développe. Donc, simplement, voilà, en introduction, se dire le secteur privé dont on traite durant ce forum, c'est fondamental, mais c'est un secteur privé qui ne peut pas se considérer comme isolé. On est vraiment dans un partenariat public-privé, dans un sens évidemment qui n'est pas celui d'une structuration, mais vraiment d'un dialogue exigeant et ambitieux entre le secteur privé et les autorités publiques. C'est d'ailleurs ce que l'on essaye de faire à Proparco. Donc Proparco est dédié au financement du secteur privé, en particulier en Afrique, mais on est adossé à une maison mère qui, elle, Agence française de développement, est dédiée au secteur public, et on a aussi une agence d'expertise technique. Donc c'est bien en fait un peu dans ce trium qu'on essaye d'évoluer pour apporter de la manière la plus efficace possible des réponses. Alors les enjeux et les constats, un certain nombre ont été cités, on les connaît. Les pays d'Afrique subsaharienne n'ont pas la capacité d'investir massivement dans de la recherche et développement. Je pense que ce n'est pas la priorité par ailleurs. Il faut chercher d'autres voies et moyens, des partenariats industriels, ce n'est pas facile, on le sait. La question des ressources humaines, des compétences, on y viendra encore sans doute, mais c'est aujourd'hui l'un des principaux goulots d'étranglement pour le développement de ce secteur. Et puis justement cette capacité, et ça a été l'objet d'un certain nombre d'interventions précédentes, cette capacité à remonter la chaîne de production pour développer des unités de production locales et contribuer au développement de cette industrie pharmaceutique. Remonter la chaîne de valeur, donc de la production à la distribution, en passant aussi par notamment, par exemple, la capacité, le développement de capacités de diagnostic qui sont aussi fondamentales, les laboratoires.
Donc c'est ça que Proparco essaye de faire, c'est ce type de réponse qu'on essaye d'apporter avec des financements qui sont plutôt des financements longs. Je pense que c'est ce dont aussi ce secteur pâtit aujourd'hui, Yeah. des périodes de grâce significatives. On sait qu'il faut aujourd'hui plus de 5 ans pour développer une unité de production, entre 18 et 30 mois pour ensuite transférer les capacités de production d'un site à l'autre. Il faut s'inscrire dans ce temps long. Et c'est ce qu'on essaye de faire, avec aussi, et vous l'avez dit, c'était le sens de votre question, des capacity building derrière. Yeah. I mean, 'cause I guess moving the conversation on then, and maybe talking about that point you mentioned around collaboration between the public and private and PPEs. I mean, I think this might be a good time actually then to ask the Minister one more question around how, in practice, you galvanise the private sector to work more closely with the public sector to be able to close some of these gaps in terms of capacity. I mean, what's the experience been on the ground in Côte d'Ivoire for you? Je pense que, comme je vous l'ai indiqué, oui, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, nous sommes dans une démarche, en fait, comme on l'a indiqué, de mettre le secteur privé au cœur de tout ce que nous faisons. Et dans notre programme, 75% de notre programme économique est attendu du secteur privé. Et les secteurs qu'on doit promouvoir, il y a l'industrie pharmaceutique, et je vous ai indiqué les premiers résultats avec certaines industries qui viennent s'installer ici. Mais le défi de ces secteurs sont connus. Je pense que j'ai écouté tout à l'heure la responsable de Proparco par rapport au volet du financement qui doit être adapté. Je pense que s'il y a des solutions à ce niveau, je pense qu'elles seront les bienvenues pour les opérateurs du secteur privé. Et il y a également la problématique du transfert de technologie et puis du renforcement des capacités. Parce que être un bon pharmacien ne veut pas dire forcément être un expert en industrie pharmaceutique. Donc il est important que l'État travaille à cela, à ce que toutes ces personnes qui font peut-être des études pharmaceutiques puissent avoir des spécialisations là il faut pour pouvoir demain travailler en fait dans toutes ces unités pharmaceutiques, c'est-à-dire renforcer les capacités de nos jeunes à ce qu'ils puissent, occuper soit des fonctions techniques dans ces unités ou bien porter des projets en bonne et due forme. Donc, par rapport à la collaboration entre l'État et le secteur privé, c'est vraiment le marché que l'État peut garantir au secteur privé pour lui donner une certaine visibilité. Je vous ai parlé en fait d'un processus qui est en cours en Côte d'Ivoire, c'est la couverture maladie universelle. Donc ça nous amène à pouvoir mettre à la disposition des populations un certain nombre de produits, et les entreprises qui seront basées ici par rapport à certains produits, je peux dire, il peut y avoir certainement une préférence, il faut le dire, pour ces industries qui sont installées ici en termes de garantie des débouchés, des garanties de marché. Et en le faisant, en fait, ça nous permet également, comme je dis, d'essayer de mettre fin à un fléau qui est très nuisible en fait pour nos populations, c'est l'importation souvent de faux médicaments ou bien de médicaments contrefaits qui sont souvent vendus dans nos marchés. Raison pour laquelle l'État essaie de promouvoir d'avoir cette industrie locale. Voilà. Je pense que par rapport à la compétitivité de ces industries, notre code d'investissement en fait répond à cela, parce qu'on a un des codes d'investissement très attractifs qui encourage les investisseurs, et on peut être amené à faire des conventions spécifiques pour ces différents opérateurs qui s'installent ici. Donc, moi, j'essaie de voir chaque fois la bouteille à moitié pleine. C'est vrai que je me dis, avec tout ce qui nous arrive, la promotion de l'industrie pharmaceutique doit être vue comme une opportunité pour pouvoir régler certains problèmes. Et c'est vrai qu'on aura toujours un partenariat avec des pays développés, des pays qui sont très avancés sur ces sujets, mais il est important que le minimum, nous puissions l'avoir. Voilà, faire des solutions glucosées, il y a avoir des seringues, avoir certains, articles au niveau de l'industrie pharmaceutique, à mon avis, ne requiert pas une certaine très grande expertise qu'on pourrait certainement faire localement. Do you have a point?
I mean, the next question is Non, going to peut-être avant la question, c'est très important de se benchmarker déjà en Afrique. Sur le démarrage, comment l'Afrique du Nord ou l'Afrique du Sud ont développé ce tissu industriel. C'est très important pour ne pas vraiment mettre tout sur le même couffin, parce que je pense que le business model doit être divisé en deux. On parle de l'industrie conventionnelle, chimique, et tout ce qui est biosimilaire, innovant et vaccin. Donc, ces deux business models qui peut-être dans le cadre du développement doivent être séparés. Si on se benchmark dans les années 90, par exemple, la Tunisie, quand elle a commencé déjà par les activités sous licence, avec les partenaires multinationaux et tout, pour acquérir un savoir-faire. Et après, elle a démarré le développement de génériques. Aujourd'hui, on a atteint les 75% en volume, c'est très important. C'est des produits quand même de qualité, on exporte même en Europe. Donc, aujourd'hui, cette question, qu'est-ce qu'on peut faire entre nous, Africains? Qu'est-ce que peuvent les pays africains faire pour les autres pays africains? Nous, on s'installe en Côte d'Ivoire et on met une industrie pharmaceutique en Côte d'Ivoire parce qu'on y croit qu'on va contribuer et avoir une deuxième plateforme à ce niveau-là. Donc c'est ça le plus important. Je pense qu'on a un savoir-faire africain qui peut contribuer positivement au développement de cette industrie et créer des plateformes et des sites alternatifs à ce niveau. Il y a aussi la possibilité de développer le business model autre que la sous-licence, de créer des sites alternatifs et des plateformes aussi de complémentarité avec l'Europe et l'Afrique. Et surtout pour les produits biosimilaires, les produits des vaccins, peut-être on reparlera dans le cadre du tech transfer. I wonder as well, I mean, from your experience, you know, we talk about some of the minister was talking about, you know, the financing of kind of manufacturing hubs as well. I mean, how has your experience been with that in terms of being able to expand and, you know, build cross-border in places like the Ivory Coast? And I wonder as well, then maybe more of a much more general question around the regulatory issues around, I guess, patenting and the importation of fake drugs as well. I mean, has that been an issue for your business? And I wonder then maybe Racy and Françoise, we can talk a little bit about how, I guess you guys have been working in terms of supporting other industries, supporting the pharmaceutical industries in, you know, overcoming some of those regulatory issues and harmonising as well. But maybe we could start with Ramsey about your experience in terms of, you know, moving abroad out of Tunisia and creating hubs in places like the Ivory Coast. En termes de réglementation, c'est-à-dire... I think the first point would be in terms of financing. So financing your projects. I think that was something that the minister touched on, that sometimes it's difficult for these institutions to be able to access capital to develop their centres in certain places. And then maybe the second part then would be on the regulatory frameworks and any kind of issues that you still see in terms of a regional kind of approach to pharmaceuticals. Pour la Côte d'Ivoire, je pense en termes de réglementation, pour la Côte d'Ivoire... Pour la Côte d'Ivoire, je pense en termes de réglementation, je pense qu'ils sont bien avancés. Ils ont mis l'agence de médicaments un peu qui centralise tout. Et à ce niveau-là, donc c'est une bonne chose. Donc au niveau réglementation, et c'est pour ça qu'on a choisi entre autres la Côte d'Ivoire comme une plateforme. En termes d'incitation peut-être à investir dans le pays, et c'est ça, si on veut se benchmarker par rapport aux pays qui ont encouragé l'investissement privé pour assurer un minimum de couverture d'industrie pharmaceutique, peut-être à ce niveau-là, il faut vraiment instaurer des règles de protection de la fabrication locale. Hier, Monsieur le Président de la Côte d'Ivoire, Monsieur Ouattara, donc l'a bien précisé, et dans Invest Africa, on l'a bien dit. Donc c'est la protection de la fabrication locale, c'est très important, et on ne réinvente pas la roue. Donc ça se fait partout dans le monde, et c'est pour ça que la Tunisie, l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud ont assuré ce taux de couverture par l'instauration des priorisations et par les délais d'un même.
parce qu'elle a parlé des investissements de 5 ans. Je pense que nous, en 2 ans, avec notre expertise, on peut mettre à niveau donc, une industrie pharmaceutique de haute qualité, donc qui est déjà, j'espère qu'elle verra le jour en juin 2023. Et les délais d'AMM qui sont handicapants, donc il faut que les délais soient courts et soient priorisés dans l'obtention des AMM, dans un cadre réglementaire, je pense bien sûr, de qualité. Donc à ce niveau-là, après les échanges, je pense en termes de formation et de savoir-faire dans l'industrie pharmaceutique, nous sommes capables aussi d'assurer le tech transfert, la prise en charge et la formation de l'équipe technique qui va contribuer à la fabrication des médicaments en Côte d'Ivoire, chez nous, soit en Tunisie ou ici en Côte d'Ivoire. Et nous avons la capacité de le faire. Perfect. Racy, I think that might be great to bring you in here because, again, it's all about the capacity. It's all about the creating the manufacturing hubs and having the expertise. I mean, is there a role for kind of regulations to kind of support that drive? And I wonder as well, I mean, how things might be changing given that we're, becoming much more of a regional, there's much more regional integration through the free trade arrangement and that kind of thing. So we are talking of 54 countries within Africa, and if you're talking about manufacturing in all the 54, it doesn't make sense. I think it's a matter where probably would need guidance from the AU in terms of, just based on what he's saying, centers of excellence. Is it something that we can look at and see within the different regions that we have? We have regional blocks which come in very critical also to support in some of those cases from a policy perspective. My opinion, it would be great to look at it from a center of excellence perspective and see if North Africa, that is where they have cost of production, the fundamentals of manufacturing are well met there, then is it something that we can look at? Then other regions, could it be clinical trials? Other regions, could it be something else from a regulatory perspective? One of the things we've experienced is that you find, earlier on when I started my career 20 years back, you'd find that each country had their own regulatory framework. So you can imagine going through all the 54 regulatory frameworks before medicine is approved. It's not good for the patient, it's not even good for the economy. So those are the things that we need to clean up and see. The regulatory, the economic regional blocks that we have, can they come into support? I know East Africa community is already working on something, harmonization of the regulatory framework. ECOWAS has really worked well also to ensure that is happening as expected. So it's a matter of looking at it, how do we come in and support each other? From a free trade, I believe in terms of provisions, they should put within the different agreements provisions also to support IP. Because then that means then from innovation and strengthening of the healthcare system, it comes into support. I look at it that IP is a way to access, not so much of a hindrance. And what can we do to make sure then we are building on that? When I was growing up, my dad always used to tell me, teach me how to fish, don't give me fish throughout. And I think as Africans, that's what we need to look at. Can we get more people teaching us how to fish? Because it's more scalable, it's more sustainable than receiving all the time. It's a mantra then we need to see how do we manage that even at government level, at private level. And that's why we see also the private PPPs coming in critical to maybe give us fish for some time, but in the process teach us how to fish. So later on we can fish for ourselves. So is it then, do you think, the need for, is the end goal self-sufficiency around everything? And in the meantime, you'll import to kind of fill those gaps? Or is there, going forward, is it just going to be, mutual trade between kind of, Africa has these manufacturing hubs, they're actually going to be exporting, to Europe and to the US as well as importing other kind of complementary. Matthias shared some data around that space in terms of 3%, if I was not mistaken, 3% of manufacturing being done in Africa for 1% of the population. He was looking at it, the way he presented it was, do we really have a market? I think those are the dynamics we need to look at as Africa to see where can we sell this. But also one of the things I think you asked was, we are seeing shortages. Why are there shortages as much as we have manufacturing plants within Africa? So those are the dynamics that we need to work and see mutually. Yeah. How can we support each other? Because also nationalism, as much as it's something that is being preached,
at the end of the day, we are one Africa. We Yeah. need to look at it that way. How do we come in to support each other? If I don't know, can you teach me? And he's very well articulated that. Yeah. Yes, yeah. I know that we don't have too much time, but Francoise, I wanted to ask you the last question. I mean, are there kind of, and you've talked about some of the regional integration that we already have, are there examples kind of internationally and regionally where, you know, maybe Africa can look at in terms of that regional harmonization, the regional trade in terms of pharmaceuticals? That would be a good one to look into. You know, you talked about this kind of best in class and these expert centres to potentially emulate and learn from, but I wonder if there's any international experiences that people can leverage as well. Sur le chemin à parcourir, probablement en termes de mise en place d'un cadre commercial, régulatory favorable en effet à une vision plus unifiée de ce marché en Afrique, je pense qu'il y a de la volonté. Je suis d'accord que c'est 54 pays et 54 cadres en partie différents, mais je suis aussi persuadée que l'Afrique, c'est une conviction très forte d'un destin commun et d'un partage d'expériences qui probablement n'existe nulle part ailleurs, sauf peut-être quand même en Europe et en Union européenne. Donc il y a ce partage d'expérience, cette volonté en effet d'aller assez loin dans cette direction. Et d'ailleurs, je pense que l'enjeu aujourd'hui, c'est plus au niveau manufacturing de créer des champions africains. Ça a été dit, ces champions, ils vont essaimer, ils vont créer des unités de production locales dans plusieurs pays. Et nous, on le voit au travers de nos financements. En fait, on finance des acteurs d'une certaine taille, mais ensuite qui essaiment en termes de capacité de production partout en Afrique, en fait. Donc je pense que c'est ça l'enjeu aujourd'hui. Non, c'est parce qu'on n'a pas parlé de l'Agence africaine de médicaments qui est en train de se préparer, qu'il y a des candidats de l'Afrique pour un peu prendre cette agence. Elle va faciliter un peu l'harmonisation. Son objectif, c'est d'harmoniser et mettre en place une réglementation standard pour tous les pays en Afrique pour faciliter les enregistrements. Je vais revenir aussi pour notre industrie africaine parce que dans le contexte Covid, l'Europe et surtout la France, elle est en train de relocaliser son industrie en France et ils ont parlé au Parlement d'un problème de souveraineté du pays, donc ils sont relocalisés même si ça coûte beaucoup plus cher, parce que ce n'est pas uniquement gagner de l'argent quand on parle de la santé. Et dans le contexte Covid, la Tunisie et je pense que d'autres pays industriels africains ont quelque part bénéficié du contexte Covid pour enregistrer en fast-track certains pays, en Europe et en France, injectables, des produits de première ligne et d'urgence, comme l'adrénaline, la cisatraclium, etc., qui sont enregistrés pour assurer couvrir une partie des besoins des pays comme la France, etc. I've just heard a bell to signify the end of the discussion. I'm afraid that I don't think we've got time for Q&A, but Minister, perhaps you might have some closing remarks that you'd like to offer to the audience. Moi, je voudrais en tout cas me féliciter du niveau et de la qualité des intervenants et puis de tout ce qui a pu être dit au cours de ce panel. Et dit que ce soit en Côte d'Ivoire ou dans les autres pays africains, il y a déjà des expériences réussies dans d'autres pays, dans ta partie de l'Afrique. Et il y a pas mal de sociétés de l'Afrique du Nord ou de l'Afrique du Sud qui sont intéressées par des opportunités dans notre pays. Et indiquer que l'État joue son rôle en essayant de travailler à mettre en place des règles qui soient claires pour tout le monde. Et en Côte d'Ivoire, vous avez une autorité qui s'appelle l'autorité ivoirienne de la régulation pharmaceutique qui travaille sur tous les aspects concernant la loi, les tests, voilà, avec des professionnels. Et pour tout ce qui concerne les aspects de distribution, etc., vous avez la nouvelle pharmacie de la santé publique. Voilà. Donc je pense qu'il est bon qu'il puisse y avoir une connexion, une interaction entre l'État, les institutions financières et le secteur privé pour réussir le défi de l'industrialisation pharmaceutique en Afrique. Je vous remercie. Thank you very much, everybody. Thank you.